À Aunel, 27 bambins pourront bénéficier d'une toute nouvelle crèche. Farandonnel ouvrira ses portes début novembre. Blarny s'est plongé dans le passé. Samedi, un groupe de passionnés a fait revivre des moments forts de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, nous dresserons le portrait d'une grosse entreprise basée à Frameries, le géant du pneu japonais Bridgestone. Madame, Monsieur, bonsoir. Une toute nouvelle crèche vient d'être inaugurée à Aunel. L'ouverture est prévue le 6 novembre prochain ou plus tard. Farandonnel, c'est son nom, pourra accueillir 27 enfants de la naissance à 3 ans. Cette nouvelle crèche répond à un besoin et vous allez le voir, ce projet a su mobiliser toutes les énergies, en particulier celles des résidents de la Coutrielle. Les pensionnaires de cet espace pour personnes handicapées ont aménagé un jardin dans la crèche. Fabienne Ducobu et Benjamin Liberda. Fermée en 2011, la petite école sur la place de Montigny-sur-Roc va connaître une deuxième vie bientôt. Transformée en crèche, prévue pour accueillir de nombreux enfants, elle ouvrira ses portes prochainement. Un projet conjoint porté par l'administration, l'accueil extrascolaire et le centre public d'aide sociale, une renaissance attendue. Oh oui, parce que les habitants étaient un peu tristes quand on a fermé l'école ici, donc en 2011. Donc ici maintenant, ils vont entendre à nouveau les enfants jouer dans la cour, les cris des enfants, les va-et-vient des parents. Donc c'était important. Mais on a eu à un moment donné des problèmes ici d'installation de mobilier, et on a un menuisier au village qui est venu nous donner un coup de main du jour au lendemain comme ça pendant 3 jours. Donc ça c'est l'esprit du village, c'est formidable. Un projet qui répond à un besoin pour les parents, mais aussi un projet fédérateur. Les futurs occupants des locaux n'ont d'ailleurs pas hésité à donner un coup de main avec le soutien de 4 agents engagés par le CPAS. On est une bonne équipe, on s'entend très bien, on est une bonne bande de collègues, comme on dit. Alors, tous les collègues sont venus, autant administratifs que le président de CPAS. Moi, j'étais en congé de maternité, je suis venue aussi faire les dessins. Ça fait plusieurs années qu'on est sur ce projet, et donc on avait hâte que ça aboutisse. C'est un beau projet. Je ne suis pas le seul, évidemment. Il y a mes collègues. Voilà, on est 4. Chacun fait une bonne part du boulot. On a fait un beau travail tous ensemble. Au final, on était quand même nombreux, aussi bien artisans que nous-mêmes dans le CPS, que les entreprises. Donc, ouais, c'était un beau travail complet avec toutes les entreprises et tout, en fait. Voisins de la Farandonnel, les pensionnaires de la Coutrielle, un espace occupé par des personnes handicapées adultes, ont participé à leur façon à la transformation de la crèche. Oh, ça c'est super génial. Ici à côté de chez nous, il y a un centre d'accueil pour personnes handicapées. Donc on a passé un accord de partenariat, et ce sont ces personnes handicapées qui ont aménagé nos jardins, qui ont décoré la cour. Vous verrez tout à l'heure, ils nous ont fait des petits bijoux. Donc on est super contents de travailler ensemble. Pareil pour l'inauguration. On inaugure leur week-end pour eux, parce qu'ils ont un petit festival ce week-end, et en même temps on inaugure la crèche en même temps. Donc c'est vraiment un travail de collaboration au sein du village. C'est ça, en fait, Philippe Dupont est venu nous voir, et en tant que partenaire du projet, nous avons accepté de décorer en fait l'ensemble des alentours du bâtiment. Et alors, donc une équipe d'éducatrices, éducateurs sont venus tout nettoyer ici, décorer avec les résidents. Donc nous avons 16 résidents à la Coutrielle qui sont venus aider en fait à la construction de cette crèche. Prête à accueillir ses premiers poupons, la Farandonnel attend le feu vert de l'ONE et devrait ouvrir ses portes au plus tard le 6 novembre. Et on prend la direction de Blarny à présent. Ce samedi, des troupes allemandes avec des chars ont envahi le village. Alors rassurez-vous, ce n'était pas une vraie guerre, mais simplement une reconstitution de la bataille de Blarny de 1940. Une évocation rendue possible grâce à un groupe de passionnés. Ils retracent quelques moments forts de la Seconde Guerre mondiale. Regardez. Un samedi paisible à Blarny, et avec un petit effort d'imagination, nous sommes en 1940. Un char allemand s'avance sur les petites routes du village. La reconstitution va bientôt commencer. Dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme fonction? Vous êtes pilote? Pilote de char. Et vous faites ça souvent? Mais ça fait 11 ans que je m'en occupe. C'est un char qui appartient au Royal Mons Automoto Club. C'est un Panzer suisse. On m'a demandé de venir pour la commémoration de Blarny. Donc je me dis, pourquoi pas. Il y a 3 semaines, je faisais le bois brûlé, je faisais le baptême. Ça fait 11 ans que je roule avec. Et c'est une très bonne machine. Va bien.
Face à l'église, le camp allemand, des soldats en embuscade, des civils en vêtements d'époque qui, valises à la main, vont fuir. La reconstitution se veut fidèle, l'accent est mis sur le son, les artifices pyrotechniques permettent aux spectateurs de revivre cet épisode assez dramatique de leur histoire. Et disons qu'ici, la libération a quand même été assez importante et ça a quand même été assez violent. Donc, il y a 3 ans, on a fait Saguenay. Puis bon, ici, le président de la SBL avait la possibilité de faire à Blarny, parce qu'il y a du village, il connaît beaucoup de monde. Pour une question logistique, ça s'est fait à Blarny, quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi une bataille de 1940 avec les Français, parce qu'ici à Blarny, il y a eu une poche de Français qui a tenu plusieurs jours alors que les Allemands avaient déjà envahi le reste de la France et ils n'ont pas voulu se rendre, ils ont fini à la baïonnette. Donc ça aussi, il y a eu ça aussi un petit peu pour Blarny qu'on a rajouté, parce qu'on a dit, pourquoi toujours parler de la libération, ces gens-là, en 40, voilà, on ne parle jamais d'eux, quoi. Voilà ainsi le devoir de mémoire réparé. Beaucoup de figurants issus de clubs militaires ont donné vie à la reconstitution, comme ces passionnés qui animent le fort de la Salmagne, près de Maubeuge. Nous jouons le rôle d'une partie de l'armée française qui s'est battue à Blarny les 22-23 mai 1940. Et donc, il y avait des officiers avaient regroupé plusieurs types de régiments qui étaient sur la région de Maubeuge pour venir combattre les Allemands dans cette région-ci. Et donc, il y a plusieurs régiments de l'artillerie, de l'infanterie, des tirailleurs nord-africains, des chasseurs à pied. Et donc, nous sommes partis de l'infanterie de forteresse qui occupait les forts de la région de Maubeuge. Une reconstitution impressionnante sur la place de Blarny, 2 chars face à face, des cris, des tirs et l'espace d'un instant, une idée assez précise de ce qu'ont vécu les anciens à la Libération. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à ce genre de reconstitution ? Ça représente les Américains qui sont venus nous libérer. C'est pour ça qu'on le fait, pour la mémoire, quoi. Écoutez, il ne faut jamais oublier ce que les anciens ont vécu. Donc on refait toujours l'histoire, on remonte ce qui s'est passé. En plus, c'est vrai que j'aime bien, mais il ne faut jamais oublier qu'il y en a des gens qui se sont battus avec ces engins-là. Il faut quand même leur témoigner du respect. C'est pour eux, donc on fait ça en leur hommage. C'est vraiment quelque chose de bien. Ça, c'est pour ça que je le fais. Un devoir de mémoire honoré tout le week-end à Blarny et une belle leçon d'histoire vivante pour tous. Vous avez sûrement déjà entendu parler des drones, ces objets volants que l'on peut acheter un peu partout. Mais saviez-vous que certains participaient à des courses avec leurs machines ? Une toute jeune ligue de drone racers est née il y a 2 ans à peine. Et pour la seconde édition du championnat de Belgique, une des épreuves se déroulait à Avey. Alexandre Théron et Quentin Flamand. Pilots, ready. Arm your quad. Go. Avait accueilli ce dimanche la 5e étape du championnat belge de drone racer. Les meilleurs pilotes du pays sont venus pour piloter leur engin à plus de 100 km/h pour certains, et le tout en conditions presque réelles. Donc ce sont des courses de drone en immersion, donc pour le FPV First Person View, donc c'est-à-dire que le pilote vole via le retour vidéo d'une petite caméra qui est placée sur le drone. Et donc lui, il a un masque vidéo sur les yeux, et c'est grâce à cela qu'il peut piloter sa machine à distance. Cette discipline est jeune, c'est la seconde édition du championnat belge. La Ligue n'existe que depuis 2016. Mais on compte déjà une 60aine de pilotes inscrits. 30 sont présents aujourd'hui pour cette 5e manche, venus de toute la Belgique, comme ce pilote liégeois, ancien du modélisme, passé au drone pour une raison simple. Tout à fait naturellement, quand on est passionné de science-fiction, donc voilà, on y est en plein dans la science-fiction. Je pense à Star Wars, les courses de pod, etc. Donc c'était génial et on se projette un peu là-dedans, quoi, je dirais, en courant en drone. Un sport jeune et futuriste, mais qui a déjà des codes de fonctionnement très précis. La compétition se fait au chronomètre, le plus rapide de la journée gagne la manche, mais il faut aussi surveiller que les pilotes ne fraudent pas pour gagner du temps. Derrière le pilote, en compétition, il y a également des juges qui suivent le vol du pilote, donc qui ont exactement la même image que lui, pour vérifier que le pilote suit scrupuleusement le tracé, le circuit, donc les gates et les beach flags autour desquels il doit tourner, donc c'est comme un circuit de voiture. Mais surtout, la compétition est ouverte. Le pilote en tête du championnat n'a que 16 ans et vole depuis seulement 1 an. Il domine pourtant le concours. Oui, en 1 an, on peut vite apprendre et avoir les réflexes très rapidement pour... devenir un bon pilote en quelque sorte. Donc ça dépend de chaque personne. Donc
certaines auront plus de facilité, d'autres plus de difficultés. Une discipline qui a un coût. Construire son drone de course revient à environ 300 € pour un bon modèle, mais une discipline neuve et qui est ouverte à tous. Et qui sait, voleront-ils un jour aux Jeux Olympiques ? Allez, on part dans les coulisses d'une grosse entreprise basée à Frameries. Bridgestone, le géant du pneu japonais, ouvrait ses portes au public ce week-end pour célébrer ses 50 ans. L'occasion de voir d'un peu plus près comment les pneus sont réchappés. Et si vous ne savez pas ce que c'est, on l'apprend dans cette séquence, signée Alexandre Théron et Quentin Flamand. Bridgestone fête les 50 ans de son usine de Frameries. L'usine existe depuis 1967, mais le géant du pneu japonais s'y est installé en 1991. C'est ici que sont réchappés les pneus des avions de ligne d'Europe, d'Afrique, de Russie et du Moyen-Orient. Mais le réchappage de pneus, qu'est-ce que c'est exactement ? Réchapper, donc renouveler le pneu, mais sur la partie qui va user. Donc c'est tout ce qui est en contact avec le sol. Donc la bande de roulement. Donc on rénove ça. Donc on va râper cette partie pour remettre un nouveau renforcement et un nouveau caoutchouc. L'usine emploie 200 salariés. Cet effectif est très stable depuis plusieurs années. Bridgestone est le leader mondial de ce secteur. C'est aussi l'occasion pour cet anniversaire d'ouvrir les portes de l'usine au public. Même la direction assure les visites pour expliquer aux curieux le processus du réchappage. Parce qu'en fait, personne ne nous connaît ici à Frameries, à part les personnes qui travaillent, qui font partie de notre personnel. Nous vendons essentiellement sur toute l'Europe, l'Afrique, le Middle East et la Russie. Mais par contre, on ne vend pas encore sur le marché de Frameries, donc les gens ne connaissent pas notre activité ici. L'occasion donc de découvrir de l'intérieur cette usine qui répare jusqu'à 115 000 pneus par an. Certains viennent notamment découvrir le lieu de travail de leurs proches. Mais parce que mon mari il travaille depuis 1 an et puis c'était l'occasion pour moi de voir l'endroit où il travaillait et qui m'explique un petit peu en quoi consiste son travail. Et alors ? C'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, j'ai réussi à avoir un guide privé qui m'explique bien donc, le fonctionnement de chaque machine et c'est vraiment un gros travail. C'est intéressant, oui. L'usine a donc 50 ans et 50 ans, c'est surtout un bel âge qui ouvre la porte à de futurs défis. Il y a eu pas mal de changements, il y a vraiment un nouvel engouement qui est en train de naître. Hier, nous avions une session de team building qui s'est passée au bourg dans un très bon esprit. Et donc, je pense qu'on est reparti là pour les 50 prochaines années. Tant que les avions voleront, l'usine Bridgestone de Frameries aura du travail. Ils ont retroussé leurs manches ce week-end au domaine du Chandéol à Kévy. C'était peut-être votre cas aussi si vous avez participé aux vendanges. Celle de samedi, les vendanges de l'espoir étaient organisées au profit de 2 associations montoises, Natacha Fay et Quentin Flamand. Pour ce dernier jour de vendange, le domaine du Chandéol à Kévy ouvre ses portes au public. Mais aujourd'hui, les visiteurs mettent aussi la main à la pâte et pour une bonne cause, ils participent aux vendanges de l'espoir, un accord entre l'exploitation viticole et 2 ASBL de la région. Ça existe déjà en France, dans 4 régions différentes en France, ils le faisaient. Et ils nous ont dit, on n'a pas de vignoble en Belgique qui organise ces vendanges de l'espoir. Et c'est comme ça qu'on a dit, ok, on adhère au projet. En plus, on a pu choisir les associations, on a pu prendre des associations montoises. Et c'était évidemment plus sympa d'aider les gens de la région. Au programme de la journée, une initiation aux vendanges, suivie d'une visite guidée des installations. En fait, aujourd'hui, c'est une journée classique de vendange. Alors, on va dire en Belgique, c'est assez rare. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire des initiations pour faire découvrir, on le voit derrière nous, à un maximum de personnes, l'art de cueillir du raisin et de bien le cueillir. Donc, on leur a montré de vraiment sélectionner les belles grappes, quoi. On va faire quelques grappes, mais je vous demande vraiment de l'excellence, parce que le Chandéol, c'est de l'excellence. Vraiment des grappes comme ceci. C'est OK pour vous ? Oui. Allez, on y va. C'est attractif, hein, on voit beaucoup d'enfants aujourd'hui. Je pense que les parents avaient envie de faire découvrir aussi ce que c'est la vigne et les vendanges. Et le côté caritatif, une entrée payante qui fait qu'ils se disent on fait une bonne action aujourd'hui tout en s'amusant. Parce qu'il y a une grande fête ce soir pour fêter la fin des vendanges, vu que c'est notre dernier jour de vendange aujourd'hui, avec un concert également au profit des 2 ASBL. Tous les bénéfices de la journée iront d'une part à l'association Espoir qui accueille des femmes en difficulté et d'autre part à la ASBL Vivre Autrement qui aide les enfants handicapés défavorisés. Les visiteurs de tout âge se sont déplacés en masse pour profiter de la journée et par la même occasion faire une bonne action. On voulait participer aux vendanges, comme on est de la région, on trouve que c'était important d'être là. C'est une manière de s'impliquer dans une entreprise régionale et qui se développe. Et
voilà, en famille c'est très sympa, il fait beau, il y a une très bonne ambiance, c'est une activité complète je trouve. Et voilà, en plus c'est pour la bonne cause, donc on n'a aucun regret d'être venu, en tout cas ça se passe très bien. Je trouve que c'est encore mieux parce que d'habitude on ne voit pas des journées comme ça organisées justement pour des œuvres caritatives. Et je trouve que c'est super, c'est important en tout cas. Et au moins c'est convivial et les gens viennent et ils participent aussi pour une œuvre, quoi. C'est pour une bonne cause, quoi, au final. Ce samedi, le soleil était de la partie, l'occasion de profiter des derniers jours de beau temps et déguster la production locale, mais toujours avec modération. Ce soir, dans Un Tout Sport, la suite avec Julien Flamand. Vous verrez notamment l'interview de François Descamps, leader du challenge de Défi 13. On découvre un extrait. Parle-nous un peu de tes performances. Si tu dois dire, tu cours à du combien au kilomètre par exemple? Ici, je suis sur un petit 18 km/h de moyenne. Donc pour l'instant, sur les joggings, ça oscille entre 3,20 et 3,25. Bon, après, il faudra continuer à s'entraîner pour essayer de passer un petit peu au-dessus. Mais bon, après, c'est seconde par seconde qu'on grappille, c'est difficile, quoi. En un an, tu as progressé de combien par exemple? Ici, bon, comme j'ai commencé vraiment à m'entraîner de manière plus spécifique, la progression a quand même été assez conséquente. On peut compter quasiment entre 25 et 30 secondes, quoi, au kilomètre. Voilà, une émission à voir dans un instant. Donc, et c'est ici que se referment ces infos. Je vous fixe rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Passez une très belle soirée, à demain.